maintenant, François va nous parler de solutions concrètes fondées sur la nature pour justement protéger le littoral en région Pacifique. Yes, merci Dune, bravo à toi Mathieu, c'est vraiment un super voyage, super expérience et un chouette témoignage en effet quoi. Et entièrement d'accord avec toi, c'est mieux d'être dans un environnement avec plein d'espèces vivantes, de nombreuses espèces de coraux, que juste quelques espèces résiduelles. C'est un peu le problème effectivement de nos fameuses références qui glissent. Alors du coup, je vais essayer de vous partager l'écran entier. Est-ce que vous voyez bien comme il faut? Ouais, on voit très bien. Excellent. Ben alors moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'action. Donc du coup, je vais pas trop vous parler de science, mais plutôt effectivement dans quelle mesure est-ce qu'en observant la nature, on peut s'inspirer pour trouver des solutions fondées sur la nature et effectivement passer d'une attitude de victime à une attitude d'acteur. Renforcer donc la résilience des écosystèmes, des communautés et de l'économie, c'est tout l'objet de l'initiative Kiwa, donc qui finance le projet Payback Plus pour lequel je travaille et je coordonne la chose en Nouvelle-Calédonie. Donc la seule chose négative, entre guillemets, que je vais vous dire là, c'est qu'effectivement, les coraux sont très menacés. Mathieu nous dit 99% à plus de degrés. On nous dit aussi 70 à 90% à plus 1,5 degré. Plus 1,5 degré, on y est déjà depuis 2 ans. Donc, sur une moyenne tendancielle sur 10 ans, on y sera très bientôt, peut-être même bien avant 2035. Et par ailleurs, tout le monde est bien conscient, effectivement, le littoral s'érode et, euh, et du coup, ça peut créer des inondations lorsqu'il y a des tempêtes. Et on peut avoir aussi des maisons, des routes et autres enjeux importants du bord de mer qui tombent dans la mer. Donc ça, c'est un peu les défis sociétaux auxquels on doit faire face dans le cadre des solutions fondées sur la nature. Donc les solutions fondées sur la nature, c'est pas juste préserver la biodiversité, les espèces menacées pour leur valeur d'existence, aussi fondamentale et important cela soit-il, c'est aussi pour répondre à des questions, à des défis sociétaux de l'ordre gestion des risques naturels, comme je viens de dire, submersion marine ou érosion du trait de côte, santé publique, sécurité alimentaire, sécurité des ressources en eau et développement économique ou, à minima, création d'activités. Donc, pour cela, on restaure les écosystèmes, on peut aussi les protéger, les conserver, il y a aussi les approches sur les infrastructures, mais globalement, restaurer la biodiversité, restaurer les écosystèmes, ça contribue effectivement au bien-être humain, aux objectifs de développement durable. Et le projet Kiwa Payback Plus, à l'échelle régionale, donc, intègre la Nouvelle-Calédonie et Wallis Futuna, en plus des 3 autres pays mélanésiens voisins qui sont déjà engagés depuis une dizaine d'années. Et on a à chaque fois, dans les 2 territoires sur lesquels j'interviens, des démonstrateurs de terrain. Concrètement, ces solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique, on les met en œuvre. Une analyse de résilience pour préparer les partenariats stratégiques de manière à changer d'échelle d'intervention et intégrer les solutions fondées sur la nature dans les politiques et stratégies climatiques. La petite frise de l'évolution des températures, vous la connaissez. Les températures, c'est effectivement un problème pour les coraux, mais c'est surtout les extrêmes qui sont importantes, hein. Les vagues de chaleur, c'est pas la température moyenne, c'est la vague de chaleur. Et au plus la température augmente, au plus ces extrêmes arrivent. Et c'est pas que les vagues de chaleur, mais c'est aussi les précipitations extrêmes, les sécheresses et tout ça. Vous connaissez le sujet. Donc un démonstrateur, c'est quoi? Ben, en gros, c'est quelque chose qui va nous inspirer. Vous voyez, tout le monde a le sourire. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez, j'ai juste mis en gras et en vert le fait d'avoir des partenaires engagés, fiables et communicants. C'est-à-dire que je peux faire le guignol sur le terrain, ça, je sais à peu près faire, quoi, ça fait rigoler tout le monde, mais que les gens fassent les choses par eux-mêmes, qu'ils portent les choses eux-mêmes, c'est en fait tout l'objet d'un démonstrateur. Alors, à l'échelle individuelle, à l'échelle communautaire, mais aussi effectivement à l'échelle d'une collectivité publique, ou à une échelle politique ou coutumière. En Nouvelle-Calédonie, on a des autorités coutumières qui peuvent être particulièrement influentes. Donc l'idée, c'est bien d'avoir des partenaires influents. Donc en Nouvelle-Calédonie, je vais vous parler notamment de la restauration des mangroves et de la végétation littorale pour la protection du trait de côte et la conservation des récifs coralliens et des écosystèmes associés. Désolé pour l'acronyme RECOEA. Et là, cette diapo, elle est juste
pour vous montrer qu'on s'aligne sur les politiques publiques environnementales, en l'occurrence la province ici, qui a la compétence environnementale, et on travaille dans une zone où il y a effectivement des enjeux importants, hein. Vous voyez, les deux tiers de la population de Nouvelle-Calédonie, 40% du littoral du pays qui a été remblayé, et on est sur des surfaces quand même relativement importantes. C'est 150 000 hectares de lagons, c'est la partie, entre guillemets, la plus importante du pays, en tout cas pour les Calédoniens, vu qu'ils sont deux tiers à être dans cette zone. Donc évidemment, observer la nature, c'est essentiel pour être bien inspiré, pour trouver ces solutions fondées sur la nature. On s'appuie par ailleurs sur un certain nombre de références méthodologiques et d'experts de rang international, comme Madame Duva pour la question effectivement littorale, comme Monsieur Professeur Bouchette pour les questions hydrosédimentaires ou Dominique Woodhouse sur Mangrove Action Project. Moi, je n'étais pas un expert de ces sujets-là il y a 2 ans lorsque j'ai commencé. Maintenant, j'estime avoir une certaine expertise, mais c'est notamment parce que j'ai été bien accompagné par ces références méthodologiques et par ces experts de rang international. C'est important. Donc, quand je dis bien observer la nature, c'est pas juste aller se balader avec ses jumelles ou sa loupe, c'est aussi regarder à travers le temps comment les choses ont évolué, histoire de prendre un peu du recul sur ce qu'on ne peut pas voir quand on va avec ses jumelles ou sa loupe. Et donc, en l'occurrence, la petite mangrove qui est là, on voit qu'elle a pas mal évolué, hein, en lien avec l'évolution enfin, la densification de l'habitat et notamment des apports d'eau usée très chargés en différents polluants, mais aussi en eau douce, qui a fait évoluer la composition spécifique, le type de palétuvier qui pousse dans cette mangrove. Et ces mangroves, en fait, elles sont extrêmement importante parce que les récifs coralliens ne sont pas que menacés par le changement climatique, température, acidité, ils sont aussi menacés par les apports périgènes et les apports de polluants depuis le bord de mer. Et même si dans le Pacifique, on était tous vent debout contre le changement climatique à couper tous nos moteurs, on n'aurait aucune influence sur les quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et l'évolution de la température de l'eau et son acidité. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire chez nous, nous-mêmes. Ça coûte plus ou moins cher, c'est plus ou moins complexe à mettre en place, mais effectivement, renforcer le rôle de filtre à sédiments et de polluants des mangroves, c'est quelque chose, techniquement, on n'a pas besoin que les moteurs soient coupés aux États-Unis, en Chine ou en Inde, ou en Europe. Donc là, c'est vraiment des choses qu'on peut faire chez nous et je me suis efforcé effectivement de travailler à des solutions simples, rapides, pas chères et efficaces. Et là, en l'occurrence, on a trouvé. Donc, on a bien analysé notre situation, bien discuté avec les gens qui habitaient là. Et donc, on a effectivement découvert que, à cause de cyclones, il y a quelques années, il y avait des embâcles, du bois mort qui étaient tombés dans les veines d'eau, et les chenaux dans la mangrove. Et ces veines d'eau, c'est comme des veines dans notre corps, des veines de sang, hein, ou des trachéoles dans nos poumons. Si c'est encombré, on risque un accident de santé. Et donc, on a intérêt effectivement à bien dégager le cholestérol dans nos sang ou les goudrons dans notre alvéole, dans nos poumons, pour rester en bonne santé. Et bien c'est pareil dans les mangroves, bien entretenir, bien dégager ces veines d'eau, c'est effectivement important, tant le bois mort que aussi les racines de palétuvier en excès. Il faut comprendre quand même qu'on a gagné déjà 10-15 cm d'eau. Donc, il y a des évolutions du fonctionnement des mangroves. Et donc, on a intérêt à renforcer donc l'hydrodynamisme, la circulation de l'eau dans la mangrove. En gros, lorsque la marée monte dans des zones urbaines ou dans des zones soumises à des gros apports terrigènes, c'est important que l'eau sale, entre guillemets, elle rentre bien profondément dans la mangrove pour être filtrée par la mangrove. Alors la mangrove a des capacités de filtration évidemment qui sont limitées, hein. Si on met une bombe atomique dans la mangrove, ça risque de faire un petit souci, quoi. Mais elle a quand même des capacités de filtration très importantes et la mangrove a en tout cas une capacité de filtration bien plus importante qu'un récif corallien. Donc on a intérêt à renforcer ce rôle. C'est ce qu'on a fait et très rapidement, de manière visuelle, on a vu que le courant de l'eau était bien plus fort. On a vu des espèces de poissons qu'on ne voyait pas auparavant ou qu'on voyait mais dans des quantités bien moindres. Et là, vraiment, la vie dans la mangrove était toute différente. Et donc là, c'était vraiment un grand plaisir que de discuter avec les gens dans la mangrove de tout ce qu'ils ont témoigné eux-mêmes. Voilà, ça c'est pour la mangrove et la conservation des récifs coralliens. On peut faire des choses très concrètes et très très simples, puisque ça coûte en gros 100 euros à l'hectare et que, en gros, les besoins d'entretien sont extrêmement modestes.
Et c'est du best practice, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai été conseillé par des experts de rang international en matière de restauration d'écosystèmes. Sur la question de l'érosion du trait de côte, pareil, hein, il faut regarder un petit peu l'historique et vous voyez que, comme dans plein d'endroits, hein, le littoral a été remblayé. Donc on dit, oula, c'est la mer qui monte et qui grignote le bord de mer. Oui, certainement. C'est aussi qu'on a fortement aménagé les bords de mer, on a dégradé fortement la végétation pour avoir une jolie carte postale avec un joli gazon, un joli cocotier, une belle carte postale, voire même on a carrément remblayé le bord de mer en se disant que c'était des espaces fort agréables, et c'est vrai, mais nécessairement un talus terreux, il finit par s'affaisser, surtout s'il y a de l'eau en bas, et si l'eau elle monte en plus, ben alors ça s'affaisse vraiment. Donc là, il a fallu regarder de près, effectivement, quelles étaient les espèces végétales qui s'installaient dans ces environnements assez compliqués et voir dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait profiter des matériaux sur place pour dissiper l'énergie des vagues de manière à favoriser l'implantation de la végétation dans le haut de plage, entre guillemets, la plage, hein, la microfalaise que vous voyez là, de manière à ce que cette végétation, par ses racines, mais aussi par ses branchages et son feuillage, puisse dissiper l'énergie des vagues et retenir la terre, et donc réduire, limiter, ralentir l'érosion du trait de côte dans l'attente de solutions plus radicales. Donc voilà la situation. Vous voyez une petite micro-falaise d'environ 1 mètre de haut avec des enjeux importants, des lignes de cocotiers qui ont une grande valeur emblématique, visuelle, touristique, politique même. Sur le bord de mer, évidemment, ils sont dans une situation critique, vous voyez bien. Un espace piétonnier goudron, un espace à vélo goudronné, une route, tout ça, c'est des. On n'a pas ces voitures en Calédonie. Et on a un peu évolué. Mais ce sont quand même des enjeux importants qui, évidemment, avec l'augmentation du niveau de la mer, vous voyez, le trait bleu est passé en rouge, on a 80 centimètres en plus. Tiens, d'ailleurs, je vois qu'il y a une erreur dans le positionnement du trait, ça devrait être un peu plus haut. Et donc, forcément, nécessairement, les enjeux vont être particulièrement menacés. Ils sont dans une situation de vulnérabilité et d'exposition très importante. La gestion des risques, hein, on mélange, on rassemble ensemble les données d'aléas, d'exposition et de vulnérabilité ensemble pour définir le risque. Donc là, l'enjeu des cocotiers, ben évidemment, ça va dégager. Le cheminement piétonnier goudronné, il y a des chances qu'il dégage, et peut-être même que les vélos, ils vont dégager. Peut-être que la route, elle va pouvoir rester, mais en tout cas, ça va évidemment beaucoup évoluer. Certes, 2100, c'est très, 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 très loin. Je pense qu'il n'y a personne d'entre nous qui sera encore là pour témoigner de tout ça. Alors, vous imaginez bien que des élus locaux, ils en ont absolument rien à cirer. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé? Alors, on a évidemment tout de suite pensé à des choses importantes, le reprofilage du talus, qui sont des choses, en fait, in fine, à l'expérience totalement inimaginables à court terme, même si les gens sont parfaitement conscients du problème et de la pertinence. Reculer là où on avait gagné de la place, c'est psychologiquement, pour les techniciens, dans la longue chaîne hiérarchique entre un porteur de projet comme moi et un élu exécutif dans une commune comme Nouméa, c'est évidemment une levée de bouclier immédiate. Donc, on a commencé par des choses relativement simples, bouger des cailloux, vous voyez, des cordons pierreux, planter des palétuviers, faire des fascines en rames de coco, planter des petits plants, aménager des sentiers d'accès, des choses entre guillemets un peu anodines et faciles à faire accepter, même si il y avait bien entendu un sujet important qui était de ne pas cacher la vue, bloquer la vue, parce que sinon, ça posait un souci pour les élus locaux, notamment, même si la population enquêtée nous dit évidemment qu'il faut avoir plus de végétation, et ça ne fait pas de problème. Pour un élu local, c'est pas pareil. La gestion différenciée du talus planté, c'est important, hein. Régulièrement, on se retrouve avec les services municipaux ou les contractuels, les prestataires de la commune qui passent la débroussailleuse sur les plants qui peuvent être plantés par, par nous ou par d'autres, hein. C'est effectivement assez conflictuel comme situation. Ça arrive régulièrement, donc il faut effectivement arriver à ça. Mais cette gestion différenciée du talus planté et ce reprofilage du talus à l'appel mécanique, hein, ça s'entend, ce sont des engagements significatifs qui ne s'envisagent pas d'emblée. Ça prend du temps. Et le temps, dans ce genre de projet, c'est vraiment important. Donc, on commence par des choses relativement simples et petit à petit, on s'aperçoit qu'on a du succès, notamment parce qu'effectivement, nos interventions fonctionnent.
On a de l'attention, on travaille avec les communautés locales, elles s'impliquent, elles sont contentes, parce qu'il y a des solutions concrètes qui sont simples, rapides, efficaces et pas chères. Vous voyez, là, en francs Pacifique, donc il faut enlever 2 zéros en gros pour faire des euros. C'est des choses qui sont pas très chères. Donc du coup, ça permet effectivement de générer de l'enthousiasme. Donc là, vous avez en noir les différentes interventions qu'on a pu mettre en œuvre et en bleu, on va dire les segments de l'écosystème sur lesquels on travaille sur cette zone littorale. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? Les fameux cordons pierreux, là, vous voyez à gauche. Alors, il y a un endroit très très précis hein, pour les mettre en place et on a fait des erreurs, ça n'a pas marché, mais on n'a pas abandonné, on a ajusté les choses et il y a un endroit très précis où effectivement ça fonctionne, notamment pour l'accrétion des sédiments dans la berme. Donc la berme, c'est cet espace en haut de la plage où les débris coralliens, coquillers, éventuellement des petits graviers s'accumulent, qui régulièrement est remanié par les tempêtes à marée haute notamment. Et en disposant des cailloux qui étaient sur place, hein, liés à ces remblais historiques, on n'a pas apporté de cailloux sur cette zone-là. Par contre, on a réhabilité le platier entre guillemets, en le nettoyant de ces cailloux et on les a disposés de manière à faire en sorte que cette berme, elle se stabilise. Et en se stabilisant, ben, on se retrouve avec effectivement une végétation spontanée qui s'installe parce que à marée haute, on a des laisses de mer avec notamment des graines qui flottent, qui arrivent naturellement dans cet espace et qui restent là. Les fascines coco, c'est super chouette parce que ça va très très vite, les gens adorent ça et effectivement, ça permet de dissiper l'énergie des vagues et réduire l'érosion de la microfalaise et ça contribue également à créer un micro-habitat assez favorable à la germination de la végétation. Sur le platier, on a également fait de la transplantation de graines pré-germées. Donc là, on a une espèce de palétuvier qui vit très bien dans les zones rocailleuses. Donc c'est intéressant parce que c'est souvent dans les zones rocailleuses soumises à une forte houle, au vent dominant, qu'on a de l'érosion du bord de mer. Et du coup, on a une espèce de palétuvier qui fonctionne bien là-dedans. Et en l'espace de quelques jours, hein, une semaine, on a effectivement des racines qui font entre 3 et 5 centimètres, qui sont assez souples et on peut transplanter ces graines. Ça coûte environ 20 centimes le plan, le plan en, qui survit au bout d'un an. Donc, c'est vraiment que dalle, quoi. Si on avait mis des plants qui sortaient de pépinière, qui étaient tout beaux, magnifiques, on se serait trouvé très rapidement avec 100% de mortalité parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se ramasser des vagues et de la houle très fortes sur la tête. Donc tout ça, c'est des tests, hein, ça n'avait jamais été fait en Nouvelle-Calédonie. Je me suis surtout inspiré de la nature en regardant comment cette espèce se propageait, comment elle s'implantait. J'ai des questions à des gens qui avaient fait des choses similaires, mais c'est vraiment la première fois qu'on fait ça en Nouvelle-Calédonie et à ma connaissance, j'ai jamais trouvé personne qui a fait ça ailleurs. J'ai sûrement mal cherché, je suis pas un bon scientifique, je suis très mauvais dans mes recherches bibliographiques graphique, c'est un vrai problème pour moi. Mais en tout cas, j'ai bien observé la nature et j'ai réussi quelque chose d'assez intéressant avec nos partenaires sur le terrain. On a fait la même chose avec les rhizophoras. Les rhizophoras ont plutôt la réputation d'aller dans des zones vaseuses. Effectivement, il y en a plein dans les zones vaseuses qui ne sont pas des zones soumises à l'érosion du bord de mer tellement. Mais ça marche très très bien et ça marche super bien dans nos fameux cordons pierreux que vous voyez tout à l'heure sur le schéma. Sur la partie droite de l'écran, là, vous voyez les palétuviers blancs, Excoecaria agalocha, vous voyez le système racinaire tout à fait exceptionnel. C'est notre champion de végétation littorale pour tenir, grâce à son exceptionnel système racinaire, la terre. Et là, vous voyez sur la petite photo en bas à droite, un enrochement qui a été réalisé, mais au moment de réaliser l'enrochement, ils ont épargné l'arbre parce qu'ils se sont dit qu'il n'y avait pas besoin de faire un enrochement là où l'arbre était là. Et donc, encore une fois, s'est inspiré de la nature pour concevoir et développer nos solutions fondées sur la nature. Et à partir de là, on a bien regardé comment ça se multipliait. On a fait du semi-direct. On peut récolter 250 000 graines en 1 heure et on peut traiter en l'espace de quelques heures des centaines de mètres linéaires avec ce volume de graines. Donc encore une fois, même si on a 99% de mortalité des petits arbres au bout d'un an, 2 ans, qui est le temps qu'il faut pour que les petits plants s'implante correctement, bah, ça se retrouve à une opération qui coûte à peu près rien du tout.
Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, planter, c'est bien, mais si jamais tout se fait débrousser derrière, ben, on a tout perdu. Et on a par contre gagné de l'attention entre acteurs. Il y a des conflits, et ça, c'est vraiment des choses qu'on veut éviter. C'est la dernière chose qu'on veut avoir, des conflits. Donc, il y a un moment donné où il faut effectivement arbitrer et imposer, formaliser, sécuriser des zones de non-débroussaillage, ou en tout cas pour une gestion différenciée. Et ça passe par notamment une délimitation de l'espace. C'est pas évident. La Nouvelle-Calédonie, on est un pays où on s'estime très très libre de faire plein de choses, y compris foutre la ville à feu, comme ça a été le cas l'année dernière, à cette période de l'année. Donc, c'est pas des solutions simples, mais c'est absolument essentiel si on veut réussir. Et globalement, grâce à la réussite de toutes les actions très très simples que je vous ai montrées juste avant, on se trouve dans une situation aujourd'hui extrêmement favorable où la ville de Nouméa, il faut quand même la citer, s'engage et avec le soutien de la province sud, et vous avez vu, on a quand même des partenaires financiers importants que sont l'AFD et l'Union européenne. Donc du coup, on se trouve aujourd'hui, 2 ans après le début du projet, dans une situation où on est en action, on est debout, on est résilient et on a un peu évolué par rapport à notre situation initiale où on se trouvait être des victimes du changement climatique. Je vous remercie. S'il y a deux, trois questions, je suis encore disponible pour vous. Merci beaucoup, François. Merci pour ta présentation. On a deux questions sur le chat, une de Marie-Floriane et une de Alice. Est-ce que vous souhaitez les partager à l'oral, Marie-Floriane et Alice? Sinon, je les lis. Bah moi je veux bien, mais je laisse parler peut-être Marie-Floriane en premier. Est-ce que Je vois que tu as désactivé ton micro, Marie-Floriane. Est-ce que tu as la possibilité? Oui, bonjour. Bah, en fait, j'avais deux questions. La première, c'était c'est quoi exactement de l'eau sale dans les mangroves? Et la deuxième, c'était est-ce que les moyens pour lutter contre l'érosion ont des retombées économiques comme la création d'emplois pérennes? Merci. Super, c'est des bonnes questions, Marie-Flo. Alors, dans un contexte urbain comme on est à Nouméa, où on n'a pas de raccordement systématique à la station d'épuration pour les eaux usées, et dans des situations où les gens ont des fosses septiques ou pas, entretenues ou pas, et où on a des eaux de ruissellement pluviales qui sont pas forcément gérées, notamment depuis des routes où on a pas mal de véhicules qui sont dans des états plus ou moins étanches, on va dire, sur, par exemple, leurs huiles, quoi. On a effectivement pas mal de polluants qui arrivent dans les petits ruisseaux qui arrivent au bord de mer. Et tout ça finit à la mangrove ou dans les bras de mer qui passe de la terre à la mer et qui irrigue plus ou moins la mangrove. Donc l'eau sale, c'est notamment ces polluants, donc des polluants organiques et puis tous les antibiotiques qui se retrouvent dans nos eaux usées, mais aussi les gommes de pneus, les débris de peinture, lignes blanches sur les routes, les huiles et les carburants qui goûtent des voitures et des camions. Mais ça peut être aussi de la terre, hein, puisqu'on a des phénomènes d'érosion des sols dans les bassins versants qui peuvent être importants. On va dire l'impact de ces matières en suspension terreuse est moins grave que les polluants que j'ai évoqués juste avant, mais voilà, c'est ça l'eau sale, hein, c'est toutes ces matières en suspension, notamment les polluants, qu'on cherche à piéger dans les mangroves en renforçant l'entrée de l'eau, l'hydrodynamisme dans la mangrove pour que son rôle de filtre à sédiments fonctionne bien. Donc l'objectif, c'est bien la conservation des récifs coralliens et des herbiers marins qu'on a dans la zone lagonaire. Pour la deuxième question, écoute, à ce stade, on en est encore au stade du test et des activités de démonstration. L'analyse de résilience, qui est la deuxième activité que j'ai indiquée dans notre présentation, vise effectivement à préparer les partenariats stratégiques pour changer d'échelle d'intervention. Donc là, à ce stade, non, on n'a pas créé d'emploi. Néanmoins, une des associations locales avec laquelle on travaille, Calédo Clean, qui est
extrêmement dynamique, qui est très très capable et expérimenté dans la mobilisation des citoyens pour faire des chantiers de voisins, quoi, entre guillemets. On l'a sauvé de la banqueroute suite aux émeutes de l'année dernière et à l'arrêt total de tous les financements publics et privés. Donc, ce n'est pas une création d'emplois, mais on les a quand même sauvés. Et on espère que grâce aux résultats qu'on a là et à cette fameuse analyse de résilience, on va pouvoir mettre en place des mécanismes de financement pour passer à une autre échelle d'intervention, sachant qu'aujourd'hui, l'environnement en Nouvelle-Calédonie, c'est absolument pas la priorité des autorités. On est dans une situation économique et financière totalement catastrophique. C'est dommage, hein, mais c'est aussi un peu le problème du modèle administrato-bureaucratique où les techniciens demandent des études réalisées par des bureaux d'impact qui facturent 10 fois plus cher que ce que peuvent faire les gens concrètement dehors sur le terrain sans avoir forcément de diplôme, mais en ayant le courage de retrousser les manches pour faire des choses, quoi. Donc, moi, je suis assez vent debout contre. Enfin, je suis assez averti, on va dire, du ratio entre études et mise en œuvre. Mais effectivement, trouver des stratégies d'influence qui permettent la prise de décision et la mise en place des mécanismes de financement au profit de la création d'emplois, Marie-Flo, c'est quelque chose sur lequel je serais vraiment intéressé par poursuivre les échanges pour voir comment est-ce qu'on peut, on va dire, aller directement à l'impact. Merci. Autre question? Il y avait la question d'Alice. Est-ce que vous avez aussi discuté avec des anciens Calédoniens qui ont sûrement dû observer la végétation et les solutions naturelles face aux tempêtes avant la surconstruction du littoral? Ouais, j'adore discuter avec les vieux ou les vieilles, hein, comme on dit ici en Nouvelle-Calédonie. C'est des titres tout à fait honorifiques, hein, vous ne méprenez surtout pas. Et pas plus tard que samedi dernier, dans le cadre d'une animation que je réalisais, je me retrouve avec deux femmes dans leur soixante-dizaine, on va dire, quoi, à discuter de tout ça. Elles étaient ravies d'entendre tout ce qu'on faisait et l'une d'elles était manifestement très connaissante des différentes espèces du bord de mer. Elle était ravie de ce qu'on faisait. Et puis au bout d'un moment, elle me dit, mais vous savez, moi je suis élue à la ville de Nouméa et elle se retrouve être la deuxième adjointe au maire. Et là, ben, évidemment, entendre quelqu'un qui est sensible, qui connaît et puis qui est en position de décision, je me dis, waouh, il était béni ce jour-là, quoi. On a été béni. J'ai par ailleurs une grande expérience de travail avec les autorités coutumières ici en Nouvelle-Calédonie. Du coup, j'attache une grande importance à la transmission des connaissances et des pratiques transgénérationnelles. C'est très important, oui. Merci infiniment, François, pour tout ton travail hyper intéressant. Et merci à toutes les personnes qui ont posé des questions aussi. Il me semble que tu dois filer. Ouais, je veux bien prendre une dernière question s'il y en a encore. Ok, trop cool. Et puis, s'il y en a, sinon, je vais y aller, ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question alors, à l'oral ou sur le chat? Bon, apparemment, il n'y a plus de questions. Super, on termine parfaitement à l'heure. Bravo. Trop bien. Bah, merci encore, François. Merci beaucoup, beaucoup pour ta participation. Volontiers. Je te transmets la dernière version du PDF. Je ne sais pas si c'est accessible quelque part a posteriori, mais c'est évidemment libre de droit. Inspirez-vous en allant regarder la nature chez vous, mais vous pouvez aussi évidemment utiliser tout ce qui est là. Trop bien. Bah, merci beaucoup, avec plaisir, ouais, carrément. Au revoir. Merci. À bientôt. Pour celles et ceux qui ont encore 4 minutes, je ne vais pas dépasser. Je vais faire une mini conclusion en vous parlant aussi de nos prochains événements. Alors, une seconde, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Trop bien. Oui, c'est Alors, pour conclure, je voulais vous parler des prochaines rencontres de la communauté Move Outre-mer, auxquelles vous êtes évidemment conviés. Le 24 et 25 juin, donc la semaine prochaine, on organise des sessions de bienvenue pour tous les nouveaux nouvelles, pour les personnes intéressées pour en savoir plus sur la communauté,
Vous pouvez inviter tout le monde, ou même pour les anciennes personnes de la communauté Move Outre-mer qui voudraient rencontrer de nouvelles têtes. Donc, on va vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que Move Outre-mer, sa raison d'être, son histoire et tous les outils qu'on propose aux membres de la communauté. Et on laissera évidemment des temps pour échanger et pour faire connaissance. Et donc, on organise deux sessions, une pour la région Caraïbes, parce qu'on va présenter également notre nouveau partenariat en Martinique, et une pour tout territoire confondus. Donc, je vous invite à cliquer sur les liens si vous souhaitez vous inscrire. Et évidemment, on communiquera aussi dessus. Et le 21 et 22 juillet, ce sera nos webinaires du mois donc de juillet et ce sera sur la thématique coopérer sur son territoire pour repenser et transformer durablement son secteur d'activité. Donc, ça sera un webinaire un peu plus pratique de vraiment en apprendre plus sur les théories, la théorie aussi de la coopération, mais plus pratique sur comment moi coopérer sur mon territoire, peut-être identifier les différents acteurs avec qui coopérer. Donc, je vous invite, donc on n'a pas encore créé les événements, mais on fera bientôt un sondage sur le WhatsApp de Move Outre-mer pour déterminer aussi quels sont vous, vos principaux enjeux et besoins de coopération pour pouvoir aussi adapter la formation en fonction. Donc, ça sera le 21 juillet et le 22 juillet. Et du coup, je vous invite, si vous souhaitez participer aux prochains événements, à vous inscrire et à rejoindre Move Outre-mer pour recevoir toutes les informations. On vous invitera aussi à rejoindre notre groupe WhatsApp. On vous enverra toute une boîte à outils intéressante pour justement construire vos enjeux, pardon, construire vos projets de transition, mais aussi comprendre un petit peu les enjeux de transition en Outre-mer. Enfin, c'est une boîte à outils qu'on est actuellement en train de restructurer et il y a régulièrement de nouveaux ajouts. Voilà, donc un grand merci à tous et toutes pour votre participation à ce webinaire.